Daniel Benahi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shavuot Tov à tous les auditeurs de Studio Kalita. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous de si bon matin ce matin pour nous parler du salon de l'Aliyah qui doit se tenir aujourd'hui à Paris. Alors je ne vous cacherai pas qu'ici à Jérusalem, on est très inquiet par rapport à ce qui se passe à Paris. On a entendu qu'il y avait eu une journée extrêmement mouvementée hier avec les gilets jaunes et nous espérons que cela ne va pas entraver, on va dire, l'ardeur des candidats à l'Aliyah pour venir visiter ce salon de l'Aliyah. Et la question que je vous pose aujourd'hui, à la fin de cette année, c'est est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une demande massive de candidats à l'Aliyah, de Juifs de France qui s'intéressent, qui s'inscrivent, qui veulent monter en Israël, ou finalement on est véritablement dans une sorte de creux de la vague après les derniers résultats de ces dernières années, on est en baisse sensible. Ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, le chiffre des Olim de ces 2 dernières années est en baisse, principalement quand on le compare à ces années exceptionnelles qu'ont été les années 2014-2016. Il reste cependant un chiffre assez important et au-delà du chiffre des départs, il y a un intérêt marqué pour la Aliyah qui reste encore important. J'aimerais juste vous donner comme ça pour indication que cette dernière année, dans les salons, près de 60% des personnes qui arrivent au salon sont des personnes nouvelles, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas dans nos bases de données, qui n'avaient pas ouvert un dossier d'Aliyah, qui n'avaient pas pris contact avec nos services. Donc il y a constamment un renouvellement de l'intérêt. Cela se traduit aujourd'hui par une Aliyah qui est plus sur le temps, on va dire. Ce sont des personnes qui ont quel profil, hein? C'est-à-dire ce sont des gens qui étaient proches de la communauté ou même des gens qui viennent de l'extérieur, des cercles, on va dire, les plus proches de la communauté active? Alors, la base est souvent issue des cercles proches de la communauté, mais on voit aussi des cercles un petit peu plus éloignés. Ça, c'est surtout vrai, par exemple, en région parisienne où la masse de départ est un peu plus importante, on va dire. Mais on a fait également ces derniers trimestres, on a fait également des salons dans les plus petites communautés comme Toulouse, Montpellier, Bordeaux, et l'intérêt existe encore. Alors évidemment, dans des chiffres qui sont différents parce que ce sont des communautés de taille moyenne ou petite même, mais il y a toujours ces quelques familles ou ces quelques personnes retraitées ou ces quelques jeunes qui envisagent de faire leur Aliyah dans les 2 années à venir. Combien est-ce qu'on peut avancer déjà des chiffres pour l'année 2018 ou c'est encore un petit peu prématuré? Nous sommes à la fin du mois de novembre, on peut déjà avoir une tendance. Oui, au niveau de la tendance, le chiffre de l'Aliyah qui est difficile de savoir avec précision aujourd'hui, mais on peut savoir effectivement la tendance. Le chiffre de l'Aliyah pour cette année sera autour de 2600 personnes qui feront leur Aliyah en 2018 de France. Par rapport à combien l'année dernière? Par rapport à 3500, une baisse d'à peu près 28%, 30% de moins que l'année dernière. Alors, quand on assiste à une telle baisse, quels sont les moyens que l'agence juive met en œuvre pour essayer justement de retrouver une sorte d'élan au niveau de l'Aliyah? Finalement, l'agence juive, en France en tout cas, a principalement pour objectif d'arriver à apporter d'une part une information la plus précise possible, et d'essayer de mettre en avant des projets qui pourraient être novateurs. Mais globalement, on a surtout comme mission sur cette question précise d'essayer de faire remonter en Israël ce qui nous semble être les besoins du terrain. Et on sent aujourd'hui qu'il y a une nécessité de développer des projets de plus en plus précis pour essayer de faire venir en Israël des familles principalement. Qu'est-ce que ça veut dire plus précis? Alors je vais vous expliquer. Je sors d'un séminaire par exemple du projet de la Aliyah de groupe de Shalom Var, dans lesquels les projets qui sont proposés aux familles sont des projets qui sont complètement ficelés. C'est-à-dire que les familles arrivent dans des villes très précises, ils sont accompagnés au niveau de l'éducation, ils vont être aussi un petit peu accompagnés au niveau de l'intégration, peut-être de la recherche du travail. Et on a l'impression aujourd'hui que quand ce qu'on appelle les push factors, quand les raisons qui poussent les personnes à faire leur Aliyah sont moins importantes ou moins présentes qu'elles ne l'ont été ces dernières années, il faut absolument qu'on crée des situations qui attirent plus en fait les familles principalement. Ça c'est un premier cercle. Donc je crois que si on arrivait à faire en sorte que sous l'égide de l'État, finalement, du ministère de l'Intégration, à créer dans des villes plus nombreuses que celles proposées par l'Aliyah de groupe et pour un public qui est plus diversifié, des solutions adaptées aux
familles, on arriverait à... Ce serait donc, c'est-à-dire, utiliser l'ALIA de groupe comme modèle et l'élargir peut-être à une autre dimension, lui donner une autre dimension ou c'est... Oui, par exemple, je dirais, si on devait parler en langage de marketing, que l'idée abstraite de l'ALIA n'est pas suffisante quand le sentiment environnemental et qu'il y ait une certaine accalmie ou une moins grande nécessité à partir. Et par conséquent, on devrait plus aller vers des produits très précis et ne plus parler simplement en concept, mais en produit. Voilà, c'est aussi dans le langage marketing, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous proposez à une personne un départ vers Rishon LeZion qui comprend X, Y, Z, ou un départ vers Kiryat Gat qui comprend X, Y, Z, peut-être même avec un projet. Quand vous dites ici X, Y, Z, c'est l'éducation, le logement, la profession, ce sont les trois, le triptyque sacro-saint d'une réussite de l'intégration. Alors je mettrais le mot tout simplement aussi. Alors si je rajoutais, j'ai dit trois lettres au hasard, mais je rajouterais aussi le mot intégration, c'est-à-dire que le principe étant d'accompagner dans les premiers mois ces personnes dans ces différents domaines, parce que c'est difficile des fois de proposer la profession dès le départ. C'est très difficile à distance. Hormis quelques métiers très précis qui se traduisent directement par un emploi en Israël, c'est difficile de le faire à distance, mais en tout cas d'accompagner dans les premiers mois. Alors, ça, en tout cas, c'est ce qui me semble être une solution pour les familles. Et d'autre part, sur cette même question, je crois qu'on a besoin, et j'espère que ça va bouger dans ce sens, en Israël aussi, et au niveau professionnel, d'avoir une offre plus précise pour des jeunes diplômés. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui, ça c'est une nouveauté, qu'il y a une baisse du nombre des jeunes bacheliers qui partent en Israël, c'est-à-dire aux lendemain du bac à 18 ans, et de nombreuses personnes, ou leurs parents ou même les jeunes, préfèrent faire leurs études en France. Pour X et Y raisons, sans rentrer dedans maintenant dans ces discussions. Y compris dans la situation actuelle. Y compris dans la situation actuelle. C'est-à-dire ceux qui dans les campus, alors qu'on sait qu'il y a des mouvements d'extrême gauche dans les campus qui sont radicalement anti-israéliens, etc. Ça n'empêche pas, ça n'entrave pas cette tendance. D'abord, je dirais qu'ils sont moins présents en France qu'ils peuvent l'être dans des pays anglo-saxons. C'est pas pour se consoler de cela, mais en fait, globalement, il y a des parcours d'études en France qui sont un petit peu plus protégés. C'est vrai que si vous êtes étudiant en médecine dans une fac isolée, ça risque d'être compliqué. Mais si vous êtes dans des parcours qui sont un peu plus protégés, donc il y a de grands contingents d'étudiants juifs, donc ça vous donne quelque part un environnement social qui est un petit peu plus simple. Et beaucoup font ce choix-là par simplicité, parce que les parents pensent qu'ils sont encore trop jeunes pour partir. Et je crois qu'on doit urgemment mettre en place en fait des passerelles permettant de passer d'un premier cycle, par exemple en France, à un deuxième cycle en Israël, ou carrément d'un système de chasseurs de tête par rapport à un certain nombre de professions, et d'essayer de faire en sorte que ces jeunes diplômés arrivent en Israël, parce que beaucoup ont commencé leurs études en France, mais souhaitent quand même partir en Israël. Et là-dessus, je crois qu'il y a une nécessité à devenir beaucoup plus proactif. Alors, je disais tout à l'heure en introduction qu'il y avait une manifestation très violente hier à Paris avec les Gilets jaunes. Et vous disiez tout à l'heure que les facteurs qui ont provoqué en tout cas cette vague d'Aliyah dans les années 14 et 14 à 16 ne se sont atténués. On parle bien entendu de la terreur, du terrorisme et des attentats qui se sont produits à ce moment-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le marasme, on va dire, économique qui règne en France, ça n'encourage pas certaines familles où, vous parliez des jeunes, apparemment ils ne sont pas particulièrement concernés, mais certains candidats à l'Aliyah à venir s'installer dans un pays qui semble au niveau économique plus prospère? Alors, ici, c'est toute la question de la subjectivité du ressenti. Parce que, comme vous l'avez dit, ces facteurs se sont atténués, ou en tout cas la perception qu'on a de ces facteurs nous donne l'impression qu'ils sont moins importants ou moins forts qu'auparavant. Maintenant, après, c'est vraiment une perception subjective, parce que est-ce qu'il fait meilleur vivre en France qu'il y a 2 ou 3 ans de cela? C'est en tout cas la façon par laquelle les gens réagissent. Il y a eu une illusion, ce qui est souvent le cas ces 15 dernières années en France, c'est qu'au lendemain de l'élection présidentielle, on a l'impression que tout va se régler. Oui. Il y a comme ça une année d'euphorie. On l'a vu vraiment à chaque élection, en 2007, en 2012, on le voit encore maintenant. Et tout d'un coup, on revient à une notion
de marasme économique. Et puis, à part le marasme économique, je crois que il y a un sentiment en France pour beaucoup de juifs d'une difficulté plus grande que dans le passé à vivre libre en tant que juif. Et je pense que ce sentiment, au fond de même, n'a pas changé pour beaucoup de juifs. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'Aliyah des Juifs de France a encore de beaux jours devant elle. Eh bien, alors, avant de terminer, je voudrais que vous nous redonniez encore plus d'informations sur ce salon. C'est un salon qui ne se déroulera que à Paris cette semaine. Non, justement, on va faire aussi honneur à nos amis de Marseille. Donc aujourd'hui, vous pouvez nous retrouver au chalet de la Porte Jaune dans le bois de Vincennes de 11h à 18h. Et puis, je rappelle quand même, c'est toujours important de le dire, qu'un salon, c'est l'occasion de rencontrer une quarantaine d'intervenants israéliens qui viennent spécialement d'Israël pour vous apporter des réponses concrètes à énormément de questions que vous pouvez vous poser, aussi bien sur la question de la Aliyah de façon générale que sur sa préparation dans les détails. Donc ce soir, aujourd'hui toute la journée à Paris et demain entre 16h et 20h, dans le cadre de l'hôtel Golden Tulip à Marseille, un salon dédié. Et puis c'est l'occasion également, je vous le dis, aujourd'hui de nous retrouver à Bordeaux, à Marseille, dans le cadre des journées de la Tzedaka de ces communautés-là. Il y aura un délégué de l'agence juive puisque nous essayons d'être présents dans tous les événements communautaires pour apporter des réponses à ceux qui se posent des questions sur la Aliyah. Eh bien voilà, et c'est aussi l'occasion, on peut le dire, et de dire que Qualita aussi est partenaire toujours de cette action en faveur d'une Aliyah et d'une meilleure intégration à travers on va dire, le réseau d'informations qui ont été fournis et qui sont fournis régulièrement sur nos ondes, sur Studio Qualita. On peut le rajouter aussi. Merci beaucoup. Et avec la présence de Studio Qualita au Salon de Paris aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Voilà, eh bien, c'est important de le mentionner. Merci. Excusez-moi, pas de Studio Qualita. Pas de Studio Qualita, oui, de Qualita. Oui, de Qualita, de l'Hub de l'Emploi. Voilà, on l'avait compris, je crois, on l'avait compris. Merci beaucoup, Daniel Benaïm, d'avoir été avec nous. Shavuot Tov et Behatzlacha pour ce salon. Merci.